Merci Étienne, tu es dans tes bureaux à Genève. Merci d'avoir accepté cette interview. Je pars en quête de mon réseau pro LinkedIn pour savoir un peu sous un angle différent. La question c'est, et toi, tu prends soin de toi comment? Alors toi, Étienne, tu es un dirigeant que j'ai rencontré il y a à peu près 6 mois. Oui, à peu près 6 mois. Tu es un ancien dirigeant international avec une très, très longue expérience de la gestion des crises. Et maintenant, tu accompagnes, tu es consultant, coach pour des dirigeants. Quand tu reçois ce prends soin de toi, ça te parle comment? Qu'est-ce que tu y mets, toi, derrière? Alors, c'est quoi prendre soin de soi? Je crois que c'est d'abord faire preuve de bienveillance envers soi-même. Mmh. C'est la bienveillance, vouloir du bien. C'est-à-dire euh, s'assurer, avant de s'assurer de la bienveillance qu'on a envers les autres, s'assurer que nous-mêmes, nous sommes bienveillants envers nous-mêmes. Quelque part, ça peut, il y a plein de façons d'y arriver. Moi, j'ai mes choix, j'ai choisi, je pourrais en parler si tu veux, Ah oui, oui, c'est ça aussi. mais le, prendre soin de soi, pour moi, il passe par une sorte d'hygiène de vie, une sorte de bien-être que tu veux apporter dans ta propre vie. Alors, tu parlais du Hygge, des Danois Oui, danois. et des Norvégiens. Euh, au-delà du Hygge, les pratiques sont ancestrales. Chez les Asiatiques, ça fait plus de 5000 ans qu'ils pratiquent ce genre d'approche. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Alors moi, ma façon de le faire, c'est de plein de façons différentes. La première, ça serait, je pratique justement la pleine conscience, la mindfulness, auquel je crois beaucoup parce qu'elle me permet à la fois de me ressourcer et elle me permet aussi de me centrer, de focaliser, d'être présent à tout ce que je fais. Et pour moi, la mindfulness, ça va au-delà de simplement une pratique de méditation. C'est une philosophie de vie. Tu as rencontré Kabat-Zinn, hein? Tu es allé te former chez lui, hein? Je suis allé me former avec son équipe. J'ai eu l'occasion de faire un séminaire avec lui, effectivement, et ça m'a beaucoup renforcé dans mes croyances vis-à-vis de la pleine conscience. Je pense que la discipline est importante parce que je crois que c'est Hélène Shapiro qui disait What you practice goes stronger. Ça veut dire que plus tu pratiques et plus ça va être comme une évidence. Mhm. Et ce que font les Asiatiques, que nous on ne fait pas, c'est de ne pas se poser de questions. Ils la vivent. Ça fait partie de leur système. Mhm. Et ils le font avec tous les rituels qu'on puisse connaître. Enfin, on peut passer par le shiatsu, le tai chi chuan, le qigong, que je pratique aussi. Ah Euh, oui? et tout cela les lie à la nature aussi. Oui. Mais il n'y a pas cette approche intellectuelle, cognitive que nous avons. Euh, ils la pratiquent et ils le vivent. Hein. On dit souvent body and mind chez les Asiatiques. Tout ça, Mhm. c'est un seul morceau. C'est-à-dire que le mieux-être physique et l'épanouissement personnel, ça marche ensemble. Mhm. Et ça, j'y crois fortement. Qu'est-ce que je fais aussi? Qu'est-ce qui me permet de me sentir dans le bien-être, de me sentir, de prendre soin de moi? C'est aussi la marche, qui peut être une marche méditative. Je fais beaucoup de marches. C'est aussi mon lien à la nature, mais c'est aussi les voyages. Alors, en ce moment, on est un petit peu privé, vous avez peut-être remarqué. Euh, je suis à côté d'un aéroport ici, mais je n'ai pas vu un avion qui Mhm. décollait depuis quelques semaines. Et puis j'ai un autre truc, c'est d'apprendre. Moi, j'ai besoin d'apprendre. Et en fait, prendre soin de soi, c'est peut-être se reconnecter à ses propres valeurs. Et tout Mhm. ça, ça fait partie, ma liberté qui va dans le voyage, mais qui va aussi dans la découverte et l'apprentissage. L'apprentissage qui fait partie aussi de mes valeurs. Et puis l'apprentissage sur soi-même à travers la mindfulness. Donc, ou à travers la marche, ou à travers le sport. Donc, connexion avec la nature, l'apprentissage, la connexion aux valeurs. Tout ça, pour moi, c'est un seul bloc qui nous permet de prendre soin de nous. Et chaque jour, tu pratiques, alors la pleine conscience, je sais, parce que quand on prend rendez-vous avec toi et que je te projette à une semaine, tu me dis que tu n'y es pas puisque tu es dans l'instant présent. Mais chaque jour, dans ta façon de faire, il y a des temps méditatifs, il y a des temps d'apprentissage, c'est très ritualisé. Comment tu procèdes à ces…
il y a les deux. Il y a des pratiques formelles et informelles. Alors, moi, j'ai pratiqué la méditation depuis les années 70, donc ça fait très longtemps. Par contre, la pleine conscience dans sa structure, telle que Kabat-Zinn l'a développée, etc., et d'autres aussi, depuis une dizaine d'années seulement. Mais il y a des pratiques formelles qui m'amènent à être très ritualisé, c'est-à-dire que Mhm. tous les matins, je vais faire un certain temps et je commencerai ma journée que quand j'aurai fait un certain chose, comme quand je prends ma douche, quoi. Mhm. Une douche, je fais ma pratique méditative, etc. Et ensuite, je vais au bureau ou je fais autre chose. Et puis, il y a des pratiques informelles. Et la marche méditative, c'est une des choses qui me plaît le plus. C'est-à-dire qu'on part, dans la marche méditative en prenant soin de ce qui se passe, en prêtant l'attention à tout ce qui se passe en nous pendant la marche. Quelquefois sur des morceaux de notre corps infinitésimalement petits, du style qu'est-ce qui se passe dans ma cheville quand je suis en train d'avancer le pied. Mhm. Et, et, et ça, je peux le faire pendant des heures, en fait. Est-ce que tu as un rythme particulier justement dans ces marches méditatives où il y a une sorte de rythme qui s'installe? C'est plutôt très lent ou lent? Comment ça se peut que tu le Non, pratiques? moi, je fais tout, lent, rapide, etc. Et ce que j'aime pas, c'est quand tout se reproduit, tout est identique. Moi, j'aime bien changer. Mhm. Si un jour je vais faire une marche méditative, le lendemain, je ferai peut-être un sitting méditatif. On peut aussi, en faisant la vaisselle, alors je ne suis pas très doué pour ça, pour la vaisselle, mais pour la méditation plus, en faisant la vaisselle, on peut très bien faire la vaisselle de façon consciente, ou prendre sa douche de façon consciente, ou se raser de façon consciente. Et, et, et ça contribue à ce qu'on appelle les pratiques informelles. Alors, de par ton expérience internationale et surtout en Asie, qu'est-ce qui t'a marqué en particulier? Alors, j'ai compris que tu avais des pratiques orientales. Qu'est-ce que tu as remarqué chez eux quand ils prennent soin d'eux? Parce qu'en plus, certains ont une longue durée de vie. On voit par exemple chez les Japonais ce village ou cette île où ils ont une durée de vie très très longue. Toi, qu'est-ce que tu as remarqué et puis après, qu'est-ce que tu as gardé? Quand je disais tout à l'heure, mind and body, c'est connecté, tout est connecté, c'est-à-dire aussi bien la partie nutritionnelle, ce qu'ils mangent, que ce qu'ils vivent, que leur lien avec la nature, et, et d'assurer leur épanouissement tout en travaillant sur leur bien-être physique. Mhm. Donc tout ça, c'est connecté, tout ça, ça va ensemble. Ouais. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est ce que je vois, par exemple, mon Qigong, je l'ai commencé en Asie. Ce que j'ai vu, la différence entre le Qigong en Asie et j'ai un mentor ici en France, c'est qu'on ne se pose pas autant de questions en Asie. On pratique. On pratique, on avance, on se crée des rituels et on travaille sur son énergie vitale. C'est ça l'essentiel. Et donc, notre corps, notre être, avec tout ce qu'il a, aussi bien au niveau émotionnel, cognitif que corporel, va engranger ces rituels, ces pratiques et va faire que elles vont devenir un élément de la vie, en fait, tout Oui, simplement. elles font partie de la vie. Elles font partie de la vie. Alors que en France, on va se poser des questions, mais pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi on embrasse un arbre, etc. Là-bas, on le fait et on regarde ce qui se passe. On prête attention, comme la mindfulness, on prête attention à ce qui se passe dans la pratique. Est-ce que tu as fait un truc de fou pour prendre soin de toi? Ah, j'ai dit qu'une façon de prendre soin de moi, c'est de voyager. Donc, les trucs de fou que je peux faire, c'est du jour au lendemain partir à l'autre bout du monde ou voyager comme un malade. Mais euh, j'attends, pour qu'il décolle, j'attends que des avions veulent bien atterrir à côté de chez moi pour pouvoir le faire. Mais j'aime bien le faire sans me poser de questions. C'est-à-dire que euh, je disais, je suis dans le moment présent. Je peux très bien Oui, décider que demain, je pars à l'autre bout du monde. extra. Et alors, ce confinement, du coup, où tu pars pas voyager, qu'est-ce que ça t'a appris de plus
pour… Le confinement, c'est une forme de mindfulness quand on fait des retraites silencieuses, etc. Sauf qu'au lieu qu'elle dure une semaine ou 2 semaines, elle dure 2 mois. Mais quelque part, c'est un petit peu ça. Puis en même temps, c'est une opportunité. C'est une opportunité de se ressourcer, de se recentrer, de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de sa vie. Et, et vécu comme ça, c'est quelque chose de positif. Maintenant, moi j'ai une valeur qui est importante, qui est la liberté, et elle a été un petit peu brusquée. Merci Étienne. On se dit à très bientôt sur les réseaux sociaux. Porte-toi bien. Merci Christine. À bientôt. Bye. Bonne journée.